Mesdames et messieurs, chers journalistes, si nous sommes réunis ici aujourd'hui, comme le dit un proverbe bien de chez nous, la cause d'une chute, on ne va pas la chercher là où on est tombé, mais c'est à l'endroit où on a trébuché en premier. Je voudrais rappeler que toute la classe syndicale avait été invitée, pour ne pas aller très loin, avait été invitée la semaine dernière. C'était le 9 avril dernier. Les ministres qui sont venus, il s'agissait du ministre de la fonction du travail, avec tout ce qu'il y a derrière, du ministre de la fonction publique, du ministre de l'Intérieur et je crois le ministre de la Réforme. Ils sont venus nous informer solennellement de ce qu'on va rentrer dans l'exécution du processus électoral. À cette rencontre, nous avons déjà relevé un certain nombre d'écueils. Et c'est au cours de cette rencontre que la classe syndicale avait décidé, compte tenu de toutes les récriminations qu'on était en train de faire par rapport à ce processus électoral, c'est comme ça que la classe syndicale avait décidé de se retrouver le samedi 10 avril pour statuer sur les réponses éventuelles à donner au gouvernement. Cette rencontre a eu lieu, des conclusions ont été relevées. Il était question normalement pour les organisations syndicales d'identifier clairement les écueils que le gouvernement présente dans tout ce qu'il présente en ce qui concerne les premières élections professionnelles en République gabonaise. Nous nous sommes retrouvés, nous avons fait un procès verbal à l'intérieur duquel nous avons recensé toutes ces récriminations. Parce que, tout le monde le sait, une élection, qu'il s'agisse d'élections politiques, qu'il s'agisse d'élections référendaires, qu'il s'agisse, dans notre cas de figure, d'élections professionnelles, il y a trois principaux temps forts. Il y a trois principales catégories d'opérations à réaliser. Les actions, les opérations préélectorales, toute cette phase qui prépare les élections. Il y a les élections elles-mêmes et il y a des élections, des opérations post-électorales qui sont l'ensemble des processus après avoir effectué le scrutin. Alors, nous avons donc fait ces récriminations parce qu'on s'est rendu compte que le gouvernement ne jouait pas franc jeu avec nous. Et c'est comme ça que nous nous sommes décidés qu'à la prochaine rencontre du gouvernement, nous allions tout simplement lui présenter tous ces écueils pour qu'il se rende compte qu'il est absolument impossible, logiquement impossible, raisonnablement impossible de tenir les élections le 22 avril tel qu'il l'avait préconisé. Absolument. Nous leur avons fait cette démonstration pour aller vite. Et étant donné que ce gouvernement lui-même avait déjà convié la classe syndicale pour discuter justement de cette question. Et je vous rappelle qu'il s'agissait, à l'époque, il y a un texte qui a été pris, l'arrêté 004, qui a convoqué les partenaires sociaux pour aller réfléchir justement sur ces conditions d'élection. Et lorsque vous regardez l'article 2 de cet arrêté, le comité avait deux missions essentielles. Il y avait plusieurs, mais il y avait deux missions essentielles. Proposer les différents formats d'élection et élaborer le protocole d'accord préélectoral, comme ça se fait toujours en milieu de travailleurs. Mais nous avons été étonnés de constater que jusqu'au 9 avril, le gouvernement n'a pas été capable de nous présenter un protocole d'accord. C'est l'une des raisons pour lesquelles, à notre rencontre de lundi, nous avons démontré cela au gouvernement parce qu'au préalable, nous avons eu une rencontre avec le ministre de la fonction publique à qui nous avons fait toutes ces récriminations et nous avons insisté que la classe syndicale ne peut pas aller aux élections dans ces conditions-là, surtout pas avant d'avoir obtenu un protocole d'accord préélectoral, parce que c'est dans ce document que les partenaires se mettent d'accord pour définir toutes les conditions qui entourent
l'organisation des élections professionnelles. Voilà pourquoi il avait été décidé par le ministre de la fonction publique de mettre un comité en place, un comité bipartite, disons-le comme ça, comprenant les représentants de l'administration et les partenaires sociaux que nous sommes, pour aller réfléchir justement sur ce protocole d'accord. Ce à quoi nous nous sommes astreints, parce qu'il n'était pas question que, demandant le protocole d'accord, que nous nous abstenions encore une fois à faire ce travail. Nous avons accepté. Les camarades syndicalistes qui étaient là nous ont désignés pour aller retrouver le gouvernement et élaborer ce travail. Il a été décidé d'une méthodologie de travail en interne. Elle consistait à ce que la partie du gouvernement propose ces éléments pour le protocole d'accord et la partie des partenaires sociaux propose aussi, avant de concilier les deux, afin que, à la rencontre avec le gouvernement, nous puissions présenter un seul document. Et le temps qui nous a été donné était d'une journée et demie. La demi-journée de lundi et toute la journée de mardi jusqu'à 17 h. On s'est entendu comme ça. Nous sommes allés travailler. La partie du gouvernement a continué d'aller travailler. Naturellement, il y a eu un aménagement interne qui a fixé provisoirement une heure de la rencontre, parce que la rencontre ne peut pas se faire mécaniquement alors que les travaux n'étaient pas encore terminés, alors qu'on n'était pas encore arrivé à échéance de ce travail. Nous avons pris du temps en consultant nos personnes ressources, en consultant tout ce que nous avions par rapport au protocole d'accord. Et lorsqu'on a fini ce travail, nous avons un seul interlocuteur, c'est le président de la dite commission. Nous lui avons dit, nous sommes prêts à venir. Et lorsque nous arrivons, nous n'avons pas trouvé l'autre partie. Et l'autre partie aura prétexté que c'est parce que le petit aménagement qu'on a fait en interne pour nous rencontrer, longtemps avant l'échéance de ces travaux, comme nous étions arrivés selon eux avec du retard, il n'était plus question qu'on travaille ensemble. Nous avons trouvé cette attitude assez curieuse, mais qu'à cela ne tienne, nous avons fait preuve de bonne foi en montrant qu'il était hors de question que les partenaires que nous sommes revenions à cette rencontre sans présenter le fruit de notre réflexion. Et notre réflexion, nous l'avons présentée. Nous étions à 3 heures de la fin de ces travaux-là. Et la réflexion de la partie adverse, disons ça comme ça, et les réflexions des partenaires sociaux. Ils ont tout simplement dit qu'ils ne voulaient pas travailler. Soit, nous sommes allés donc à la rencontre avec le gouvernement dans ces conditions-là. Et le gouvernement a pensé que, étant donné qu'ils n'ont pas eu notre protocole qu'ils étaient en train d'exiger, il était bon pour eux de mettre fin à cette rencontre, tout en insistant que quelles que soient les conditions, ils auront leurs élections le 22 avril 2026. Ce qui, nous le répétons ici, est absolument intenable. Les camarades vont prendre la parole tout à l'heure pour essayer de donner quelques éléments qui peuvent effectivement montrer de façon méthodique que quelles que soient les conditions, même avec toute la bonne foi du monde, même avec tous les génies, lorsqu'on tient compte de tout ce qu'il y a à faire en termes de préparation, du moment où nous nous trouvons jusqu'à la date qu'ils ont prévue, le bon sens recommande que ces élections puissent être différées de quelques jours. Je termine en réaffirmant que aucune organisation syndicale qui se trouve ici n'a refusé les élections professionnelles. Au contraire, les uns et les autres veulent même montrer quel poids réel ils ont dans la communauté des travailleurs. Donc nous sommes prêts à aller aux élections, sauf dans des conditions d'une inorganisation qui ne dit pas son nom. La partie adverse est partie travailler sur les modifications de l'arrêté, les modifications de grillés en salle. C'est comme ça que nous sommes dit, comment ça? Il avait été question que nous tous nous travaillions sur le protocole d'accord afin que nous venions le compiler. Mais comment vous,
De votre côté, vous partez travailler sur l'arrêté alors que nous ne sommes pas entendus sur l'arrêté. Quand bien même ils nous ont mis devant le fait accompli, nous les avons laissés lire leur arrêté. Au sortir de ça, nous avons dit, bon, comme vous avez déjà fait l'arrêté, et nous de notre côté, nous avons commencé à faire le protocole d'accord, donnez-nous une mouture de l'arrêté. Ils ont dit carrément qu'ils ne nous donnent pas. C'est là où ça a commencé. Comment nous nous accordons sur qu'un travail qui doit être fait, il était question que nous fassions le protocole d'accord. Chacun de nous est parti de son côté. Nous revenons pour nous retrouver pour compiler. L'autre nous dit non, nous on n'a pas travaillé sur le protocole d'accord, nous avons travaillé sur la tête. C'est là où la malice a commencé. Parce que avoir la façon dont ça se fait, ça veut dire qu'ils avaient prévu ne pas faire ce protocole d'accord avec nous. Parce qu'ils ne peuvent pas nous l'imposer. Nous imposer à leur donner notre protocole d'accord que nous avons travaillé. Quand bien même ils ont dit qu'ils ont fait sur soi les travaux en partenariat, ce n'est pas un côté qui décide, je pense. Nous sommes des partenaires. Quand il y a un problème qui se pose, nous nous asseyons, nous discutons. La preuve, ils sont allés travailler l'arrêté en lieu et place du protocole. Nous leur avons accordé ce bénéfice. Nous sommes restés même au-delà des heures recommandées. Jusqu'à 19h21, nous étions à la fonction publique parce qu'ils ont décidé qu'il faut qu'ils lisent leur arrêté. Mais pourquoi nous arrivons à 13h50, nous avions encore 3 heures de temps, ils nous disent carrément, ils ont fait sur soi les travaux. Donc, voici, nous étions au stade du maître et ses sujets. Donc, eux étaient les maîtres, nous sommes leurs sujets. Non, nous sommes les partenaires. Et là, nous tenons à signaler, quel que soit ceux qui sont en train de vouloir dire, parce que je reviens de Gabon 24, je les ai vus là-bas. Ceux qui vont aller raconter là-bas, nous avons l'impression qu'ils veulent faire brûler ce pays. Mais ce pays est le nôtre, nous n'avons pas un autre pays. S'ils ne sont pas capables d'organiser une élection, ils doivent dire la vérité au président que monsieur le président, nous n'en sommes pas capables. Et le président prend d'autres dispositions. Au lieu de faire c'est notre pays à nous. Parmi eux, il y en a beaucoup qui ont décrié le fonctionnement de l'administration à l'époque. Pourquoi aujourd'hui ils viennent faire fi de ça? Nous n'acceptons pas ça. Monsieur le président de la République, vos ministres ne sont pas capables. Ils ont du mal à vous dire la vérité. Ils veulent faire le bras de force avec les retraités. C'est pas les retraités qui organisent les sélections professionnelles, ce sont les travailleurs. Très bien. Et nous n'en voulons pas. Très bien. Un arrêté, une circulaire pour faire savoir aux entreprises, d'abord de surseoir les mandats des délégués du personnel et d'organiser des élections des délégués du personnel en fixant la date de début de campagne le 14 avril dernier. Je voudrais ici dire qu'il n'y a pas deux élections. Il n'y a qu'une seule élection et qui concerne l'ensemble des secteurs. La preuve, c'est que le comité technique n'a jamais fait allusion à deux catégories d'élections ou à deux catégories de regroupement ni de secteurs. Il est question de faire une élection, les premières élections professionnelles au Gabon qui concernent l'ensemble des secteurs. Le mot d'élection n'a jamais fait consensus au sein de ce comité. Parce que le gouvernement dit que c'est l'expert qui aurait proposé le mode d'élection, à savoir l'élection des délégués du personnel qui pourrait désigner la représentativité syndicale. Or, je rappelle ici que le privé et le parapublic est régi par le Code du travail. Et dans le Code du travail, il y a bien une distinction entre l'élection des délégués du personnel et les élections professionnelles. Lorsqu'on parle de la représentativité, il y a des critères de représentativité qui sont définis par ce Code du travail à son article 317. Il y en a 6. L'élection professionnelle est le 5e critère de la représentativité. Les résultats des élections professionnelles sont pris comme un autre critère de la représentativité. Je voudrais donc dire ici qu'il y a eu une injonction ce matin qui a été donnée à l'ensemble des entreprises d'organiser coûte que coûte les élections dans l'ensemble du secteur privé et parapublic le 22, l'élection des délégués personnels le 22 avril prochain. Comme le camarade vient de le signifier, il n'y a pas eu de début
pour aller à une élection. Le début, c'est donc la loi qui fixe, qui donne le cadre juridique pour l'organisation des élections professionnelles. Ce ne sont pas les individus qui vont à une élection professionnelle, ce sont les syndicats, des entités morales. Avant de parler même des élections professionnelles, les élections des délégués du personnel, nous avons pour habitude dans les entreprises de mettre en place le protocole d'accord préélectoral qui définit l'ensemble des opérations et fixe les dates des élections. Or ici, on a déjà fixé une date et on a déjà donné la date de la campagne sans protocole d'accord qui donne la liste des candidatures, la liste des électeurs. Nous ne savons pas où déposer et nous disons, nous réaffirmons le principe que le secteur privé et parapublic voudrait bien aller aux élections. Nous voulons bien aller aux élections, mais il faut fixer le cadre légal et que les élections ne sont pas à deux vitesses. Il n'y a qu'une seule élection professionnelle qui concerne l'ensemble des travailleurs du Gabon. Élection professionnelle. Qu'on interroge le BITI au Gabon aujourd'hui. L'élection professionnelle, c'est l'élection de qui? Le gouvernement, il a bien dit. Je lis un article. L'article vient de l'arrêté 00521 instituant le régime, un régime transitoire, je ne sais pas pourquoi transitoire, des élections professionnelles de l'année 2026 dans le secteur public. Alors, dans une élection, la première chose à définir, qui est candidat, qui est électeur. L'arrêté nous propose ceci. Article 7. Le scrutin est réservé exclusivement aux listes présentées par les organisations syndicales légalement constituées. C'est clair ou c'est pas clair? Bien. Je m'en vais regarder l'arrêté 008. Que dit l'arrêté? L'arrêté porte création, attribution, organisation et fonctionnement de la Commission nationale des élections professionnelles pour l'année 2026. À ce titre, elle est notamment chargée, je vous fais l'économie du reste parce qu'il y a plein de tirets, surtout de publier les conditions de participation aux élections. Les conditions de participation supposent, eux-mêmes ils vont le dire, que de recevoir et d'examiner les dossiers de candidature. Si je m'arrête là, là-bas on nous dit que ce sont les candidats, les syndicats qui sont candidats. Et l'arrêté qui organise l'élection dit d'examiner les dossiers de candidature. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut constituer un dossier. Il faut le soumettre à l'appréciation de la commission. Que ce dossier-là soit validé, qu'on dise à celui qui est candidat les éléments constitutifs du dossier. Mesdames et messieurs, allez interroger le gouvernement. Qu'ils nous disent dans quel texte ils ont décliné aux travailleurs les éléments qui doivent faire partie du dossier pour qu'il soit validé. S'ils ont ce texte-là, qu'ils vous le donnent, vous nous le transmettez. Ensuite, si on demande de constituer les dossiers, c'est qu'on doit les examiner, on doit les valider. La commission, c'est la commission qui doit faire ça. La commission a encore pour objet de publier la liste des organisations et confédérations syndicales candidates aux élections. Ça suppose quoi? Qu'après qu'on ait déposé les dossiers, la commission va publier la liste des candidats. Dans quel document ils l'ont publié? Ils vont vous dire. Ensuite, d'établir et de publier le calendrier électoral. Ça oui, le gouvernement l'a fait. Ils ont donné, je prends pour preuve, la campagne devait commencer hier, dans ce document-là.
peut-on aller en campagne? Peut-on aller en campagne? Non. Si on sait, on ne sait pas qui est candidat. Quels sont les éléments de langage d'une campagne? Je m'appelle, c'est pas l'élection de Mitsani, c'est l'élection, d'après le gouvernement, des organisations syndicales. Nous avons supposé que pour aller en campagne, il faut que le gouvernement ait pris les logos de ces différents candidats qui sont les organisations syndicales. Et quand nous, qu'il ait imprimé ces bulletins de vote, et quand nous on va en campagne, moi je suis secrétaire général d'une confédération, c'est pas moi qui vais en campagne, c'est mon syndicat de base. Quand je vais encadrer mon syndicat de base à aller en campagne dans les entreprises, dans les administrations, je leur dis voilà notre logo. Le jour où vous allez voter, voilà ce qu'il faut choisir. Parce que c'est le logo, votre logo. Pas de logo, pas de liste des organisations qui doivent être candidats, pas de bulletin de vote. Comment on pouvait imaginer aller en campagne? Même si une coalition. Même si c'est une coalition. Ce sont les éléments. Toujours est-il que le gouvernement continue de déterminer les circonscriptions électorales, les centres de bureaux de vote. Les circonscriptions électorales, nous ne les connaissons pas encore. On nous dit que l'élection aura lieu au lieu du travail. Très bien. Mais avant d'arriver au lieu du travail, il faut une commission nationale connue et pourvue des individus qui vont animer l'élection. Ensuite, il faut une commission provinciale, sinon des commissions provinciales. C'est ceux-là qui sont chargés de gérer l'élection dans la province. Les comités communaux, départementaux, à notre humble avis, ceux qui devaient ou ceux qui doivent, peut-être qu'ils y sont, dans la commission nationale, devaient prêter serment. Ils devaient être installés officiellement. Mais tout ça, certainement le gouvernement l'a fait, mais nous ne l'avons pas vu. C'est ça notre problème.